présenter. Donc, moi, je m'appelle Mounia Benada et je vais avoir l'honneur de présenter le docteur. Alors, pour beaucoup, c'est plus une première présentation puisqu'on commence à vous connaître, mais c'est toujours bon de le rappeler que vous êtes médecin généraliste donc à Marseille, vous nous l'avez dit tout à l'heure, experte en micronutrition et en médecine fonctionnelle. Vous êtes passionné de médecine fonctionnelle et de micronutrition et vous avez plusieurs diplômes qui en témoignent, notamment un à Marseille et un autre à Dijon, et vous participez encore à de nombreuses études cliniques. Vous êtes en formation continue et on a le plaisir de vous avoir chez Diolife pour nous mettre toujours dans des connaissances toujours plus pointues. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler plus précisément de la détox, du rôle de la détox dans la prévention des maladies cardiovasculaires, si j'ai bien compris. Tout à fait. Très Ça, bien. c'est un peu le sujet d'actualité. Donc, je choisis ce sujet parce que, on va dire, c'est un sujet qui presse, qui est tout à fait d'actualité. On entend beaucoup parler en ce moment donc, de problèmes cardiovasculaires divers et variés. Et donc, je tenais à vous faire ce petit zoom là-dessus pour cibler, vous sensibiliser sur le problème qu'est en nutrition, en complémentation, il y a plein de solutions qui existent. Ce n'est pas une fatalité. Donc, attendez, je me connecte et on va démarrer. Très bien, moi je vais couper mon micro juste avant, docteur. Je vais prévenir les personnes de mettre leurs questions au fil de l'eau, de manière à ce que je puisse, moi, les répertorier et qu'on gagne du temps sur la fin de votre conférence. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Parfait. Alors, partager. Hop. Je m'installe au bon endroit. Et on va lancer le diaporama. C'est par là. Donc, c'est bon, vous m'entendez bien? Je peux y aller. Parfait. Donc, détox et maladies cardiovasculaires. Détox, c'est un peu particulier, mais c'est une prise en charge parce que les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies plutôt d'encrassage. Donc, la détox dans la prise en charge va consister plutôt au décrassage, au nettoyage de l'organisme pour optimiser les performances et éviter donc les problèmes qui surviennent suite à cet encrassage. Donc, dans les maladies cardiovasculaires, les principales maladies sont la plus connue, c'est la maladie coronarienne, c'est l'infarctus, angine de poitrine, insuffisance cardiaque, et puis au fil du temps, ça s'installe, ça s'appelle une cardiopathie ischémique. Ça veut dire que le cœur n'est pas bien irrigué, les muscles cardiaques manquent d'oxygène, les artères n'apportent pas suffisamment, et donc par obstruction. Donc, ça s'appelle cardiopathie ischémique la plus fréquente. Aussi, ça concerne le cerveau. Donc, ici, on parle d'accident vasculaire cérébral. Puis, on a notre panel donc, de problèmes vasculaires. Ce sont des thromboses veineuses profondes et embolie pulmonaire. Ça veut dire qu'il y a des caillots qui se détachent donc, des veines périphériques qui vont à obstruer les artères de poumon. On a une insuffisance cardiaque qui arrive plutôt en fin de maladie. C'est une étape ultime de l'évolution maladie cardiovasculaire. Il y a des valvulopathies et cardiopathies congénitales qui ne sont pas trop concernées par la prise en charge nutritionnelle. Ceci dit, on optimise quand même le terrain pour fonctionner dans les meilleures conditions et au maximum des capacités. Il faut savoir que les maladies cardiovasculaires sont quand même première cause de mortalité dans le monde. En 2017, il y a environ 18 millions d'individus qui ont été morts à cause des maladies cardiovasculaires, ce qui constitue 31% des décès. En France également, c'est une première cause de la mortalité chez les femmes qui sont supérieures, qui sont âgées de plus de 65 ans, et c'est une deuxième cause de décès pour les hommes. Ceci représente environ 140 000 décès par an, soit 400 morts par jour. C'est énorme. Comparativement à la mortalité liée aux accidents de la route, en 2018, il y avait à peu près 9 morts par jour. Donc, c'est quand même conséquent. Et la Fédération française de cardiologie tire la sonnette d'alarme. Il dit que seulement la prévention peut inverser cette triste tendance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, il faut savoir que cette prévention peut prévenir jusqu'à 80% des crises cardiaques ou des AVC.
Donc, notre comportement de tous les jours, notre style de vie, notre alimentation, éventuellement une supplémentation, a un rôle majeur à jouer là-dedans. Qu'est-ce que fait donc la prévention? Donc, il y a plusieurs niveaux de prise en charge. Donc, d'abord, la prévention consiste les patients, des personnes qui n'ont pas eu de maladies cardiaques particulières. Donc, c'est la prise en charge des facteurs de risque comme l'hypertension, le cholestérol, surpoids, obésité, aussi le stress est grand pourvoyeur donc de problèmes cardiaques qui est néfaste pour notre organisme. Si ces facteurs de risque ne sont pas considérés à temps, à terme, au bout de quelques années, ça conduit donc à des maladies donc, cardiovasculaires, à des accidents, donc des infarctus ou des AVC, angines de poitrine, qui sont déjà une maladie constituée. Donc là, on va avoir une prévention secondaire. Ensuite, il y a, une fois on a eu déjà donc, un infarctus, ce qui est très important, c'est de prévenir les conséquences donc, post-infarctus. La plus grosse conséquence, c'est la mort subite en post-infarctus. Et là aussi, donc, au niveau nutritionnel, on peut jouer là-dessus pour améliorer les scores de survie. Alors, comment la maladie cardiovasculaire évolue? Donc, elle évolue de façon très insidieuse pendant des années, jusqu'au jour où elle se manifeste par un problème, infarctus ou un AVC. Ça commence en fait dans la paroi des vaisseaux sanguins. C'est la maladie des parois des vaisseaux sanguins. Ça, c'est la couche intérieure qui s'appelle l'endothélium, qui commence à souffrir, ne remplit pas son rôle de barrière. Et petit à petit, donc, elle devient perméable. Elle devient perméable au cholestérol qui commence à passer en dessous et commence à former la plaque d'athérome qui, avec le temps, donc obstrue l'artère. Le sang ne circule pas suffisamment, les tissus ne sont pas bien oxygénés et ça crée des turbulences au niveau du flux sanguin et les petites plaquettes commencent à s'agréger et des petits caillots peuvent se former pour donc provoquer donc, un infarctus ou un AVC. La médecine a fait énormément de progrès, donc on n'en meurt pas de suite. On sauve vraiment beaucoup de gens avec les traitements classiques, mais ça laisse quand même des séquelles et c'est embêtant quand même d'avoir fait un incident comme ça. Et puis, la maladie continue à évoluer avec les tissus cicatrices, si on a été bien soigné, mais ça conduit quand même à une insuffisance cardiaque et ça conduit à des complications électriques, donc les troubles du rythme qui sont vraiment la cause de la mort subite, qui est la première cause chez les patients cardiaques. On va aujourd'hui se pencher davantage sur l'endothélium, c'est la couche interne des vaisseaux sanguins, ici. Elle tapisse tous les vaisseaux sanguins, commencer par la paroi intérieure donc, du cœur, de l'aorte, des artères, des artérioles, jusqu'à petite capillaire. Elle tapisse également toutes les veines, tout le retour veineux aussi est tapissé de l'endothélium. Donc, si on tend en surface, cet endothélium a à peu près 5000 m², ce qui est comparable à 4 piscines olympiques. Il prend à peu près 1% du poids du corps, environ 1 kg, hein, si on voudrait mettre toutes les cellules bout à bout sur la balance. Et donc, sa fonction, c'est surtout une barrière mécanique qui protège donc, le contenu du sang des milieux extérieurs, donc des couches qui se trouvent donc à l'extérieur. Et elle est perméable pour les nutriments que le sang apporte pour qu'elle puisse passer au tissu. Également, cette couche est perméable à l'oxygène avec l'hémoglobine qui lâche, dans les petites capillaires, lâche l'oxygène qui passe cette barrière semi-perméable pour irriguer, pour nourrir les tissus en oxygène. Et aussi, il ne faut pas oublier un grand rôle de glandes endocrines parce qu'elles sécrètent de nombreuses substances, de nombreuses molécules endocrines et réagissent avec d'autres substances pour maintenir l'homéostasie de ces milieux un peu particuliers
qui décide en fait de notre vie ou de mort. Elle, donc, comme rôle principal, c'est de garantir le flux sanguin. Il ne faut pas que le sang arrête de circuler, il faut qu'il circule donc sous bonne tension, qui protège aussi donc, le tissu, que le sang ne se déverse à l'extérieur donc, de ces tuyaux. Donc ça, c'est le rôle primordial de cet endothélium. La molécule clé, en fait, on va dire le chef d'orchestre de la fonction optimale de l'endothélium, c'est l'oxyde nitrique, le fameux NO, qui est très sensible au changement de pression artérielle. Et donc, cette pression pulsatile dans les vaisseaux sanguins font que la synthèse donc, de l'oxyde nitrique est activée et ça provoque une vasodilatation. Donc, les vaisseaux donc, élargissent, gardent un diamètre sanguin optimal, ce qui permet un flux de sang optimal. Et dysfonctionnement de cet épithélium, ça c'est vraiment le premier point de départ de l'athérogénèse. Cette fonction de cet acide nitrique et de l'endothélium, elle est vraiment primordiale, surtout dans la compréhension des pathologies. Et il n'y a pas uniquement la plaque d'athérome qui provoque des infarctus, parce qu'on s'est aperçu que des patients avec cholestérol tout à fait normal n'avaient pas de plaque d'athérome au niveau des artères, mais faisaient quand même des accidents cardiaques, ils faisaient quand même des AVC. Et donc, en fait, il s'agit ici de l'endothélium. Alors, donc, pour évaluer notre fonction du risque cardiovasculaire, on propose aux patients un bilan cardio complet pour savoir où est-ce qu'on en se situe. Donc, dans ces bilans cardio complets, pour savoir qu'est-ce qui dysfonctionne, comment on peut optimiser la prise en charge. Donc, nous avons le bilan lipidique complet avec un profil en acide gras. Il y a homocystéine qui est un facteur de risque aussi indispensable. Et on peut faire un bilan de l'oxydation, donc de la synthèse des radicaux libres, et aussi de l'inflammation. Vous savez que l'inflammation de bas grade est aussi néfaste pour nos vaisseaux sanguins. Donc, quand on parle du bilan lipidique, on parle en premier du cholestérol. Cholestérol, en fait, c'est une substance qui est indispensable à la vie de l'organisme. Il est nécessaire pour les structures, pour toutes les membranes. Mais dans les maladies cardiovasculaires, surtout, on parle du bon et du mauvais cholestérol. Et il faut savoir faire la part des choses et on peut, par des analyses, donc détecter déjà si le patient est à risque de faire des plaques d'athérome, d'avoir des accidents cardiovasculaires à venir ou pas. Donc, quand on demande un bilan lipidique avec du cholestérol, en plus du cholestérol total, on demande ce qui nous intéresse pour évaluer le risque, c'est son ApoA, ApoB. C'est quoi? ApoA ou ApoB, ce sont des lipoprotéines, en fait, qui transportent le cholestérol. Et donc, ApoA, vous avez ici, c'est une petite, en fait, c'est des petites boules de graisse qui sont entourées d'une protéine. Donc, ApoA, c'est la lipoprotéine ApoA. Et dans le ApoB, c'est la lipoprotéine B. Et toutes ces petites boules de graisse, elles circulent dans notre sang. Alors maintenant, ApoA, ça correspond au bon cholestérol. Donc, plus on en a dans notre sang, mieux c'est. Ça veut dire que ça, c'est une lipoprotéine, c'est une molécule qui transporte les matières grasses de la périphérie, donc des tissus adipeux, vers le foie pour être éliminés. Donc là, c'est bon. Et ça, c'est protecteur pour l'endothélium. Il ne va pas souffrir, il ne va pas s'altérer. Et donc, c'est un effet antithrombotique, puisqu'il garantit la fluidité de la circulation. Après, ce qui n'est pas bon, c'est la ApoB. Cette ApoB, elle correspond à notre cholestérol que vous connaissez tous, LDL, le fameux mauvais cholestérol. Donc, cette ApoB, moins on en a, mieux c'est sur la prise de sang. Donc là, c'est un profil qui est favorable si cette ApoB elle est inférieure à 0,8 g par litre.
okay, parce qu'elle transporte à l'intérieur donc, de sa molécule beaucoup de cholestérol, donc du foie vers les tissus adipeux, vers la périphérie, donc favorise les stockages. Et on peut le mieux que ApoB encore chez des patients fragiles ou à risque, c'est mieux de doser encore toute seule ApoB. C'est un examen qui n'est pas de pratique très courante, mais on peut le faire pour vraiment avec précision déterminer le risque cardiovasculaire. Et cette protéine, c'est un mauvais cholestérol en soi, donc ça, tout le monde le sait, parce qu'il s'oxyde très facilement. À partir du moment où il est très oxydé, ça veut dire qu'il passe beaucoup plus facilement la barrière endothéliale et peut être à l'origine de la formation des plaques d'athérome, donc il est pro-athérogène. Et ces molécules sont beaucoup plus grosses que les molécules de HDL. Mais maintenant, quand on va rentrer aussi donc, dans le LDL, ce qui est important de comprendre pour faire la différence où on se situe dans le bilan lipidique, dans le cholestérol LDL, les fameuses ApoB, on a de différents types. Il y a des gentils et des méchants. Il y a deux phénotypes qui sont interchargeables en fonction de notre activité, en fonction de notre métabolisme, de notre alimentation. Il y a un phénotype A qui sont des molécules de LDL low density lipoprotéines qui sont de grande taille, qui sont peu denses, qui contiennent beaucoup de cholestérol et ils ne sont pas athérogènes puisqu'elles sont... j'ai fini quand il fait des qualités gobées avec Bidi. Alors excusez-moi, il faut couper les micros, s'il vous plaît. Il faut couper les micros, merci. Donc, le phénotype A, ça, c'est un phénotype qui est favorable. Donc, il ne faut pas avoir peur du LDL. Ça, si on a le phénotype LDL de type A, donc là, c'est bon, c'est protecteur. Le cholestérol à l'intérieur qui n'est pas stérifié, il s'oxyde peu et donc est transporté donc du foie vers la périphérie, mais il ne s'oxyde pas, il ne donne pas de plaques d'athérome. Et par contre, ce qui est dangereux, c'est son phénotype B, c'est LDL petit et dense, qui font augmenter la fameuse ApoB qui augmente sur la prise de sang. Ils sont oxydables et donc ça témoigne d'une moins bonne épuration hépatique parce que probablement les capacités d'épuration hépatique sont saturées et forcément il est beaucoup plus attiré par la paroi artérielle et donc il est à l'origine de la plaque d'athérome. Donc encore une diapo ici pour vous bien préciser que, ces deux phénotypes peuvent changer de l'un à l'autre. Donc les LDL petits et denses sont formés naturellement après manger, qui contiennent beaucoup de triglycérides et sont favorisés par le diabète ou prédiabète, le syndrome métabolique qui contient beaucoup de triglycérides, insulinorésistance, donc ça c'est le prédiabète. Et quand le foie n'arrive plus donc épurer le système, donc ces petits LDL, petits et denses, se forment et donc c'est là qui sont vraiment préjudiciables. Mais le cholestérol, il ne faut pas tout mettre dans le même sac qui est mauvais. Donc il n'y a que LDL cholestérol qui est mauvais parce que c'est un petit et dense, phénotype B, parce que c'est lui qui s'oxyde. Dans le bilan cardio, on va avoir également donc, les facteurs d'évaluation de l'inflammation. Parce que vous savez que l'athérosclérose, en dehors donc, des plaques d'athérome qui se déposent dans les artères, ce processus est initié par inflammation. Inflammation, ça veut dire que il y a des cytokines pro-inflammatoires qui sont sécrétées par les cellules du système immunitaire qui se trouvent dans les parois artérielles, qui font donc aggraver ce problème. Et ça, c'est un cercle vicieux qui se met en place et cette athérogénèse peut perdurer. Donc, sur les bilans sanguins, qu'est-ce qu'on va avoir comme marqueur? Donc, on va avoir dosage de la CRP ultrasensible. C'est une protéine de l'inflammation active qui est sécrétée par le foie. Sous influence des facteurs donc, de l'inflammation, c'est la fameuse interleukine 6 qui est un grand facteur prédictif de l'inflammation et
et des problèmes cardiaques à venir. Donc, si on a un dosage de CRP ultra sensible, il faut préciser sur le bilan de laboratoire, si c'est supérieur à 1,5, ça montre donc une inflammation, la fameuse inflammation donc de bas grade. C'est à petit feu, petite inflammation à petit feu qui est le lit de toutes les maladies chroniques. Facteur d'inflammation important est également la ferritine, qui c'est une protéine de stockage de fer qui est régulée par l'absorption intestinale de fer. En cas de l'inflammation, cette absorption elle est dysrégulée et donc forcément la ferritine augmente dans le sang et donc ça entretient également donc l'inflammation de bas grade. Et donc cette ferritine ne doit pas dépasser 80 nanogrammes par litre. Au-delà, on peut parler d'hyperferritine sans que ce soit maladie vraiment. Mais ça, c'est le dosage vraiment très frustre en nutrition. Si on a l'habitude de lire les bilans, le ferritine, il faut pas qu'il soit ni trop peu. Si c'est trop peu, également, c'est pourvoyeur donc des radicaux libres par manque de fer. Le fer F2 qui passe, donc, enfin, sa polarisation du fer qui change. Quand il y a trop de fer, c'est pro-oxydant, donc il y a trop de radicaux libres qui se forment. Donc, au-delà de 80 à 100, vraiment, c'est les taux de ferritine qui ne sont pas souhaitables. Donc, il faudrait vraiment limiter les apports en fer et vraiment assainir le terrain pour éviter donc aggravation des problèmes cardiovasculaires notamment. Homocystéine, ce n'est pas un marqueur de l'inflammation. Homocystéine, en fait, c'est un déchet qu'on recycle. C'est le métabolite du cycle de la méthylation. Cette méthylation, c'est le procédé quand on détache un groupe méthyle notamment pour la synthèse protéique au niveau de l'expression de tous les gènes dans l'organisme. Et donc, s'il n'est pas recyclé dans son cycle de recyclage, de régénération de méthionine, il est toxique pour l'endothélium et donc c'est un sur-risque cardiovasculaire avoir une homocystéine qui est supérieure à 8. Et là aussi, donc à part quelques prédispositions génétiques où on peut avoir un polymorphisme génétique sur certains enzymes qui régulent justement ce recyclage et on peut avoir les homocystéines très élevées et encore même on peut agir avec la nutrition pour normaliser cette homocystéine. OK. Donc, on va arriver en prévention par l'alimentation. Pourquoi j'insiste aujourd'hui sur cette prévention par alimentation? Parce que on se rend compte, il y a une étude qui est sortie il y a 3 semaines, que les cardiologues tirent la sonnette d'alarme par une augmentation des problèmes cardiovasculaires. Alors, il y a, donc aux États-Unis, ils suivent un groupe de 560 personnes, je crois, par rapport à l'évaluation des risques cardiovasculaires, donc avec les marqueurs biologiques. Et ce risque, tous les 3 à 6 mois, ils font des prises de sang pour évaluer le risque cardiovasculaire à 5 ans. Et donc, ils se sont aperçus de ces risques qui étaient à peu près de 11%, il était stable dans le temps. Et ils se sont aperçus que depuis cette année, le surrisque d'événements cardiovasculaires à 5 ans est passé de 11 à 25%, ce qui est énorme. Ça veut dire que les patients qui ont eu des bilans, par exemple, au début de l'année, et les bilans maintenant, donc cet été, octobre, les marqueurs de l'inflammation ont flambé. Et donc, le risque est augmenté à 25%, ce qui est énorme. Donc, le facteur probablement qui a été déclencheur de ces problèmes, c'est la vaccination. Donc, ça, vous avez entendu parler que les spike protéines agissent avec les récepteurs ACE, les fameux récepteurs ACE qui sont exprimés dans beaucoup de tissus, notamment dans l'endothélium, qui se lie avec cette protéine, ça déclenche un stress oxydatif qui est difficile à surmonter par l'organisme et donc ça augmente l'inflammation et ça augmente les problèmes cardiovasculaires. Donc là, c'est déjà précisé. Donc ça, c'est officiel, c'est scientifique. Et ce qui est très amusant aussi, qu'avec le Covid également, enfin, je ne sais pas si c'est amusant, mais avec Covid, il y a eu beaucoup de problèmes cardiovasculaires, c'est une maladie thromboembolique, et il y a une nouvelle entité que j'ai vue sur Wikipédia qui s'appelle endothélite à Covid.
parce que ça, c'est justement là le virus lui-même, qui encore une fois, c'est lié avec les récepteurs ACE, donc des vaisseaux sanguins, de l'endothélium, soit respiratoire ou soit de tissus généralisés. Et c'est là où on peut avoir des embolies pulmonaires ou des problèmes cardiaques, parce que donc ça encore une fois endommage l'endothélium, et il est vraiment urgent pour agir, pour préserver au maximum les capacités cardiovasculaires et diminuer ce risque cardiovasculaire qui arrive donc depuis 2 ans, qui est augmenté, qui est réel, qui est comme une chape de plomb sur la population. Donc au début, je vous ai dit que 80% des accidents cardiaques sont évitables. Donc, on y est. Alors, comment la nutrition donc, peut améliorer le problème? Donc, d'abord, on va agir sur les facteurs de risque. Les facteurs de risque, donc, on va être dans la prévention primaire. Les facteurs de risque, donc, déjà, c'est améliorer le taux du cholestérol. Le cholestérol, ce n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque, d'accord? Parce qu'il peut provoquer les fameuses plaques d'athérome. Et déjà, pour diminuer le facteur de risque tel que le cholestérol, c'est diminuer donc la quantité d'acides gras oméga 6 dans notre alimentation, avec une diminution donc, de consommation des acides gras saturés, augmenter la consommation des oméga 3 des poissons ou des huiles végétales. Et donc déjà, rien que ça, si on a le ratio qui est optimal, on peut diminuer les risques de mort subite, le risque de thrombose veineuse ou artérielle, et donc le risque de survenue d'accidents cardiovasculaires. Le fait de diminuer déjà le poids, on a une action sur l'athérosclérose parce que ça diminue donc l'inflammation, ça diminue le cholestérol circulant, et donc on améliore tous les paramètres. Consommation du sel en diminution, maximum 4 grammes de sel par jour, tout compris. Déjà, ça permet de normaliser la tension artérielle, et le fait de normaliser la tension artérielle, ça agit sur la paroi vasculaire qui est beaucoup plus compliante. Elle ne devient pas rigide avec le temps, ça évite l'endommagement, encore une fois, de notre endothélium qui est vraiment à protéger à tout prix dans les maladies cardiovasculaires. Alors, mais que faire quand on a vraiment trop de cholestérol? Ce n'est pas une fatalité. Donc, vous avez vu de cholestérol et cholestérol. Il faut juste voir le profil qu'on a. Est-ce que c'est le phénotype B avec beaucoup de ApoB et que l'ApoB, donc HDL, cholestérol est bas. Donc, à ce moment-là, il y a énormément donc, de stratégies pour diminuer ce fameux cholestérol. Premièrement, il faut savoir que le cholestérol, les 3/4 de cholestérol que nous dosons dans le sang, il est synthétisé dans l'organisme. Donc, les patients qui disent « je ne mange pas gras, je ne comprends pas », et je dis « oui, mais vous mangez, madame, sucré ». Donc, ce sucre, il est transformé dans l'organisme et ensuite, il est transformé en cholestérol, la forme du stockage. Donc, comme première chose, diminuer la consommation du sucre. Le fait d'augmenter la consommation des fibres, ça permet donc meilleure élimination du cholestérol, parce que le cholestérol est éliminé de l'organisme avec des sels biliaires, avec la bile. D'accord? Donc, on fabrique à peu près 2 litres de bile par jour, et donc il y a beaucoup de sels biliaires qui aident à détoxifier l'organisme. Ils enlèvent également le cholestérol. Donc, avoir beaucoup de fibres dans l'alimentation, ça empêche le cholestérol d'être réabsorbé de l'intestin, parce qu'il entoure donc le cholestérol, comme il est gras, il est lipophile, donc il se met en boule, et les fibres se mettent tout autour et empêchent donc les réabsorptions. Et ici, donc les fibres aussi, il y a le rôle via le microbiote qui empêche justement la conjugaison des sels biliaires pour qu'elles puissent avoir encore se rajouter pour favoriser la réabsorption des toxines et du cholestérol à nouveau dans le circuit. Deuxièmement, une fois on arrive à baisser le cholestérol, il faut éviter que ce cholestérol ne s'oxyde, parce que c'est celui-là qui est en fait dangereux pour l'organisme, le fameux LDL oxydé. D'accord? Et puis donc, il y a des médicaments hypocholestérolémiants pour donc diminuer de façon allopathique
le cholestérol. Donc, on va commencer par ces produits hypocholestérolémiants. Donc, en dehors des fameux médicaments qu'on appelle les statines, qui baissent le taux du cholestérol de façon drastique, nous avons d'autres hypocholestérolémiants, comme la levure de riz rouge pour les patients donc, qui ont beaucoup de cholestérol et qui n'arrivent pas à le faire baisser malgré les mesures diététiques mises en place. Donc, ça, ce qu'on appelle, c'est la statine naturelle parce qu'il a le même mécanisme d'action. Il inhibe la synthèse du cholestérol. Mais ça, c'est très bien d'inhiber la synthèse du cholestérol, mais en même temps, ça coupe aussi la synthèse d'autres produits qui sont très utiles pour notre organisme, en particulier le coenzyme Q10 et la vitamine D, qui sont dérivés également du cholestérol. Donc, c'est pour ça les patients qui ne supportent pas la statine, ils ont mal aux jambes parce que là, il n'y a plus de coenzyme Q10. Comme vous savez, il est indispensable pour le fonctionnement des mitochondries, pour les petites centrales énergétiques qui fabriquent de l'énergie pour nos muscles pour qu'ils puissent se contracter. Et donc, la levure de riz rouge agit certes au même niveau, mais de façon moins radicale, qu'ils permettent quand même une petite synthèse filée du Q10 et de la vitamine D également. Après, donc, nous avons les fibres, les pectines, le psyllium, lin, toute fibre est bonne à prendre, qui diminue donc l'absorption du cholestérol. Aussi, les substances très utiles, ce sont des phytostérols qui ont une configuration chimique qui est un petit peu semblable au cholestérol. Donc, ils rentrent ici en compétition au niveau de l'absorption dans l'intestin, ce qui fait qu'on diminue l'absorption de l'intestin du cholestérol. Et par cela, donc, on peut baisser le taux du cholestérol à peu près de 15%. Donc ici, on a toutes les graisses et les huiles végétales, comme par exemple l'huile de cartame, sésame, olive, amande. Il y en a bien d'autres, hein, quasiment toutes les huiles végétales. Également le soja a des effets donc anticholestérolémiants au niveau de l'absorption du cholestérol. Et aussi artichaut par rapport donc à la sécrétion des sels biliaires. Donc ici, c'est dans l'élimination du cholestérol de l'organisme. Alors, si on a réussi à diminuer le cholestérol, donc comment faire pour qu'il ne s'oxyde pas dans l'organisme? Alors, en apportant des antioxydants. Donc, c'est ici la place de tous les polyphénols, de tous les antioxydants. Donc, les polyphénols de grenade, ils sont très puissants aussi en tant qu'antioxydants, donc utiles ici dans le cholestérol. En plus, c'est la saison, donc il ne faut pas s'en priver. Évidemment, le curcuma, isoflavone, donc du soja, acide élagique, acide alpha-lipoïque, le coenzyme Q10 qui se trouve donc au niveau source alimentaire dans les sardines, donc dans les produits plutôt animaux, hein, ce n'est pas dans les végétaux qu'on va les trouver, ils sont un peu synthétisés dans l'organisme, avec l'âge leur synthèse diminue, mais par exemple les sardines sont très riches, donc il ne faut pas s'en priver. Le foie également est riche en coenzyme Q10 et le resveratrol, le champion donc des antioxydants qui prévient très bien de l'oxydation de l'oxydant cholestérol, mais il a aussi d'autres effets antioxydants sur l'ensemble, donc sur l'endothélium et sur l'inflammation de bas grade généralisée. Voilà. Donc, en pratique, comment faire donc, notre assiette hypocholestérolémiante pour améliorer notre profil glucidique? Donc, bien sûr, on va se mettre au sport pour éviter le stockage, justement, que le foie range le cholestérol qu'il a synthétisé en périphérie. Donc, déjà, on va consommer moins de sucre et la masse grasse, on va la diminuer. Donc, plutôt des graisses végétales, on va limiter les graisses saturées comme acide myristique ou acide stéarique qui se trouvent dans les produits laitiers notamment ou des viandes. Les oméga 3, donc poissons évidemment, donc 3 fois par semaine plutôt des petits poissons
des mers froides, mais aussi les huiles végétales, donc huile de colza, huile de lin, ça c'est les champions de l'assaisonnement, mais on peut les mélanger également avec huile de noix, huile de pépins de raisin, etc. Mais il faut donc baisser surtout la consommation des sucres, donc de 60-65%. Il faut que la ration glucidique la journalière soit à maximum 45% et surtout des glucides complexes. Comme vous voyez ici, hop, il n'y a pas de sucre simple, hein, il n'y a que des glucides complexes. Donc, il n'y a pas de sucre blanc, de farine blanche, du riz blanc, de purée de pommes de terre. Tout ça, ça contient des glucides rapides qui sont assimilés, qui peuvent donc être utilisés pour la synthèse du cholestérol. Les fruits et légumes en abondance, donc au moins la moitié de l'assiette. Donc, je vous dis à chaque fois, c'est à minimum 400 grammes par jour de légumes, donc plutôt 2 légumes pour un fruit, pour justement avoir donc, le bénéfice des fibres contenues dans ces aliments. Évidemment, il faut diminuer la consommation du sel pour économiser nos artères, pour ne pas les mettre à la rude épreuve, pour qu'elles gardent leur compliance et leur souplesse. Ne se rigidifie pas et également ça diminue le volume circulant puisqu'elle retient moins d'eau dans l'organisme et donc le cœur, pour lui, c'est plus facile à pomper. Donc, quel est le rôle donc, de l'alimentation déjà dans la protection de l'oxydation du cholestérol de l'oxydation de fameux cholestérol LDL, le petit et dense. Donc, les petits et denses, s'ils arrivent dans la circulation, ils arrivent, d'autant plus qu'on a endothélium ici qui est abîmé, pof, il passe à travers quand il est oxydé. Et tout de suite, c'est le fait qu'il soit oxydé, ça modifie sa configuration spatiale. Et donc, il est détecté très rapidement par des macrophages qui sont aux aguets à chercher l'ennemi dès qu'ils peuvent, qui passent également donc, cette barrière endothéliale. Et il commence à sécréter tout de suite les facteurs chimiotactiques, les interléukines ou autres, qui attirent en fait les macrophages comme des scavengers. Ils éliminent au maximum ce cholestérol oxydé. Et puis, donc, il se transforme ce qu'on appelle les cellules spumeuses. Et plus il y en a de cellules spumeuses, plus elles se rassemblent. Et voilà, la plaque d'athérome se forme. Ici, donc, il y a les cellules de la couche basale qui se transforment en fibroblastes. Ils vont là, donc ils essayent d'enrayer au maximum cette agrégation pour diminuer justement l'inflammation autour de cette plaque d'athérome et au contraire, ça aggrave encore le problème et ça conduit donc à l'érétrissement de la lumière et donc le sang qui circule. Donc déjà, il a un peu du mal parce que un caillot peut se former très rapidement dans cette lumière. Et, donc, pour la prévention secondaire, donc, une fois on a géré nos facteurs de risque, une fois donc, la plaque d'athérome quand même s'est formée, donc pour prévenir qu'il n'y a pas de thrombose qui se forme dans ce vaisseau avec la plaque, donc il faut vraiment limiter la progression de la maladie athéromateuse et éviter donc les complications. Donc il faut au maximum, vraiment ici j'insiste sur le fait de protéger l'endothélium. Donc, les facteurs de risque de protéger l'endothélium, donc c'est souvent les patients qui développent les problèmes cardiovasculaires, ce sont souvent les hommes, plus de 40 ans, qui fument, qui sont en surpoids ou obèses, diabétiques ou prédiabétiques. Donc là, s'il y a des patients qui sont comme ça, ils cochent toutes les cases. Donc vraiment, c'est des patients très fragiles. Donc il faut vraiment les artères, il faut les surveiller au maximum et insister sur l'alimentation, sur la prévention, éventuellement avec des compléments alimentaires pour diminuer les risques cardiovasculaires. Attendez, je voulais vous dire autre chose. Donc, pour la prévention secondaire ici, on va garder la même chose que j'ai dit déjà tout à l'heure.
pour la même chose, pour la prévention primaire, donc bouger davantage, diminuer la consommation de sucre, augmenter la consommation de graisses végétales, de poissons donc riches en oméga 3 et limiter donc la consommation du sucre. Okay, donc plus ici encore, on insiste sur apport d'oméga 3 pour garder vraiment le rapport d'oméga 3 sur l'oméga 6 favorable parce que ça diminue l'inflammation. Vous savez, donc les acides gras saturés ou les oméga 6, ils sont pourvoyeurs ce sont des précurseurs des substances issues de leur métabolisme qui sont pro-inflammatoires, pro-athérogènes. Donc, s'il y a vraiment beaucoup d'oméga 6, il y a très peu d'oméga 3 et il y a très peu donc les substances anti-inflammatoires. Et donc, dans l'organisme, c'est toujours équilibre entre pro et anti-inflammatoire. D'accord? Donc, j'insiste encore une fois ici sur la consommation des huiles végétaux riches en acide alpha-linolénique, le fameux ALA, qui se trouve dans l'huile de colza, 2 cuillères à soupe 2 fois par jour. Huile de caméline aussi très riche et huile de lin. Et donc, les poissons, donc consommation de petits poissons, des sardines, ou s'il y a une insuffisance de consommation ou sur le profil d'acide gras est réalisé, on peut même utiliser les compléments alimentaires, donc des gélules d'oméga 3 tout simplement, ou des huiles végétaux en complément. C'est tout à fait faisable. Il faut donc éviter à tout prix l'oxydation du cholestérol et aussi donc la fabrication de radicaux libres par l'endothélium qui souffre parce qu'il n'est pas bien irrigué et donc il a besoin d'être soutenu pour éliminer tous les radicaux libres qu'il fabrique pour ne pas s'abîmer davantage. Donc, on va insister sur le resveratrol encore une fois. La vitamine C dans les fruits et légumes donc à consommer en abondance. Il y a également la vitamine E qui est un antioxydant universel. Ce sont des tocophérols. Et éventuellement, on peut avoir le recours à la phytothérapie comme les feuilles d'olivier, le citronnier, thé vert ou d'autres substances antioxydantes qui peuvent permettre donc de préserver la santé des artères au maximum. Alors, est-ce que vous savez, pour évaluer la santé des artères, comment on peut voir les artères de notre corps? Il y a un seul endroit dans le corps où on peut voir les artères, c'est la rétine. C'est le fond de l'œil, quand on va chez l'ophtalmo qui nous regarde au fond de l'œil, c'est là où on voit les artères. Et les patients qui sont, par exemple, diabétiques ou hypertendus, c'est la visite ophtalmo obligatoire tous les ans pour évaluer progression ou non de la maladie athéromatoeuse. Donc déjà, si patient a juste de l'hypertension depuis quelques années, on peut voir déjà au fond de l'œil de changements. Les artères sont beaucoup plus rigides, sont beaucoup moins souples. Il y a des petits changements qui peuvent apparaître. Avec le diabète, par exemple, le cholestérol, donc il y a d'autres changements qui se produisent s'il y a vraiment une obstruction des petites artérioles qu'on voit sur la rétine au fond de l'œil, il peut y avoir même des hémorragies au niveau de la rétine, donc ça altère vraiment directement la vue. Mais même sans se rendre compte, déjà on peut espionner l'évolution de nos artères par l'examen du fond de l'œil. Chez les messieurs aussi, le signe donc de l'endothélium qui souffre, des problèmes artériels qui peuvent aboutir à terme à des problèmes cardiovasculaires plus graves, ce sont les premières alertes, ce sont les troubles de l'érection. Oui, parce que l'endothélium, donc par l'acide oxyde nitrique qu'il sécrète, donc ça fait une vasodilatation. S'il n'y a plus suffisamment donc oxyde nitrique, donc il n'y a plus de vasodilatation, et les troubles de l'érection peuvent apparaître. Et le Viagra, rien de plus que juste cet oxyde nitrique qu'on donne en comprimé justement pour pallier à la manque de fonction. L'homocystéine, donc le fameux cycle d'homocystéine, de méthylation. Il est indispensable de recycler cette homocystéine pour éviter encore une fois de surajouter irritation de l'endothélium. Et là, c'est très facile à gérer en apportant les vitamines de groupe B, en apportant un peu de choline, donc du jaune d'œuf par exemple, de la viande,
Et ça permet vraiment optimisation donc de la fonction. Et ces cycles de l'homocystéine, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est la rencontre du végétal avec animal. Parce que la méthionine qui donne le groupe méthyle, elle vient des produits animaux, elle vient de la viande. Et donc, la viande est quand même indispensable pour l'organisme. Et à la fin, on a donc cette homocystéine. Et pour qu'elle revienne à nouveau la méthionine apportée initialement par la viande, elle a besoin du végétal qui, grâce à des vitamines de groupe B, B9, B12 et B6 qu'il contient, donc permet cette régénération et ce recyclage. Et donc ça, c'est quand même fabuleux comment la nature est faite, qu'on a besoin de végétal et de l'animal pour bien fonctionner avec des bonnes proportions. On aura besoin également un petit peu du magnésium, de la choline. On peut prendre le citrate de bétaïne aussi ou consommer des betteraves. Donc ça optimise, encore une fois, ça apporte des cofacteurs pour optimiser ce recyclage. Et de la glycine qui se trouve dans les produits principalement animaux, un petit peu dans les légumineuses. Homocystéine, c'est vrai, il ne faut pas qu'elle soit trop élevée, mais un petit peu d'homocystéine est indispensable pour l'organisme parce qu'il y a une autre voie métabolique qui commence là, c'est la voie de glutathion. Glutathion, vous savez, qui est indispensable pour la synthèse de l'énergie dans les cellules et il est grand pourvoyeur donc du stress oxydant et de polyphénol, de tous les antioxydants pour annuler les effets. Donc, s'il y a vraiment trop de stress oxydant, il n'y a pas suffisamment donc, du glutathion, les cellules se meurent, elles n'ont plus d'énergie et l'organisme dysfonctionne de façon globale. Donc, on arrive à la fin. Donc, comment prévenir les troubles du rythme cardiaque? Donc, ça, c'est plutôt après une évolution de la maladie longue. Ça concerne souvent des personnes âgées qui évoluent pendant des années, mais il faut quand même toujours les accompagner. Il ne faut pas les abandonner avec une alimentation équilibrée. Donc, déjà, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, donc, alimentation équilibrée, peu de sucre, beaucoup de graisses, comme dit, insaturées oméga 3. Et encore plus que d'autres, ils ont besoin d'oméga 3 parce que chez eux, ils ont quand même le corps affaibli, mais il faut donc prévenir donc, les issues néfastes, donc ça veut dire le trouble du rythme cardiaque qui est à risque de mort subite quand même dans leur cas. Et donc, le sel qui a montré l'efficacité là-dessus, ce sont les oméga 3. Il y a la fameuse étude de Lyon qui a montré qu'en supplément les patients qui ont eu un événement cardiaque contre le patient qui a juste un régime normal, il y a eu quand même diminution de 70% de mortalité à 2 ans, donc ce qui est énorme. Et donc, ça fait ses preuves. Donc, oméga 3, très simple, acide gras polyinsaturé. Il suffit donc margarine de colza tous les jours en tartine. Donc déjà, on a un bon apport et ça prévient donc les complications de cette maladie coronarienne. Les minéraux, donc magnésium et calcium ont toute leur place parce qu'ils régulent donc hyperexcitabilité des cellules pour déclencher éventuels troubles du rythme. Donc il faut les prendre aussi donc, en bonne quantité. Le sélénium, qui est un cofacteur donc, du fameux glutathion, pour mieux fonctionner au niveau des mitochondries, avec une activité physique modérée, les mitochondries se régénèrent au fur et à mesure. Donc, si on a suffisamment du glutathion avec du sélénium, on a des mitochondries qui tiennent la route, qui synthétisent de l'énergie. Donc, le corps donc, tient la route. Et limiter évidemment l'apport en sel parce que ça peut donc charger le cœur, ça augmente le volume circulant et peut provoquer donc les complications cardiaques, les décompensations de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer?
Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, donc j'ai insisté suffisamment sur les oméga 3 à tous les niveaux de la prévention, à tous les niveaux de la santé, donc même les personnes qui n'ont pas de problème cardiaque, justement pour éviter d'en avoir, il est indispensable de consommer les huiles végétales pour optimiser le score d'oméga 3. Liquid Gold, c'est vraiment l'association d'une douzaine d'huiles végétaux qui sont donc très riches en oméga 3 et le rapport oméga 3 sur oméga 6 est optimal, donc il n'y a pas de graisse saturée. Donc ça vraiment favorise toutes les métabolites anti-inflammatoires et antithrombotiques, donc vraiment en prévention primaire, secondaire ou même tertiaire après un accident cardiovasculaire. Il est vraiment tout à fait indiqué, donc 5 millilitres par jour, vraiment c'est rien, mais ça peut rapporter gros. Aussi, davantage de ces liquides gold, c'est qu'ils contiennent de la vitamine K, qui est issue ici du soja fermenté. Et donc, il a une action sur la calcification des plaques d'athérome, donc prévient donc, l'aggravation de la maladie athéromatoeuse. Donc, à consommer sans modération. Donc, pour pallier à des problèmes du cholestérol, donc forcément, donc, on a procoltérol avec la levure du riz rouge, qui est la statine-like, associée avec les antioxydants, donc notamment le fruit d'amla, qui est très très riche en vitamine C. On a aussi l'aéginostéma qui sont vraiment des polyphénols antioxydants qui complètent en fait cette action du procoltérol. Donc, on peut le prendre au long cours chez les patients, au long cours chez les patients vraiment à risque de problèmes cardiovasculaires. Il s'agit maintenant d'une prévention de protection de l'endothélium aigu, donc soit pendant le Covid ou chez les personnes qui accumulent les facteurs de risque en post-injection, comme maintenant on arrive à la 3e dose. Donc vraiment, il faut se mobiliser pour éviter les problèmes cardiovasculaires. Donc il y a Vitacé, que j'invite à la prendre en prévention, très très riche en vitamine C naturelle, non synthétique, en tant qu'antioxydant universel. Donc, si il y a un problème vasculaire sous-jacent, donc à prendre pendant une certaine période, même 25 millilitres 3 fois par jour, et autrement en prévention, 25 millilitres pendant 2-3 mois, sans problème. Si juste il s'agit de prévention cardiovasculaire générale avec un risque cardiovasculaire modéré, donc il y a MyBlood qui était très très bien positionné également parce qu'en plus donc des antioxydants, de la vitamine C, il agit également donc sur le cycle de méthylation et aussi protection donc de l'endothélium avec donc préservation de la fonction de la synthèse de oxyde du NO, de nitrate, oxyde de nitrate, voilà. Et resveratrol, pas besoin de lui faire la pub. Et donc, pour préserver la santé endothéliale et recycler l'homocystéine, on a MyBlood. En plus, l'hiver, faire une cure de vitamines, c'est vraiment le top. Prodéacide qui viennent compléter la gamme, que je vraiment pour les patients hypertendus, un peu acidifiés, qui fument, qui ont une alimentation un peu sucrée, qui ont besoin aussi, qui ont une petite tension qui commence à être un peu mal ajustée, ils ont un petit 14,9 ou 13,9 qui n'arrive pas à descendre. Donc prodéacide pendant minimum 3 mois aussi va permettre à donner un peu de souplesse à l'endothélium qu'il faut encore une fois protéger pour éviter donc son dysfonctionnement, pour éviter les complications cardiovasculaires. Et voilà, ce serait tout pour aujourd'hui.
Donc, un petit cocktail prévention cardiovasculaire. La détox, elle consiste surtout pour éliminer donc les métabolites pro-inflammatoires pour éviter les dysfonctionnements de l'endothélium qui est vraiment au cœur du problème cardiovasculaire en dehors donc de ces plaques d'athérome qui sont d'une évolution lente sur presque toute la vie. Mais le problème donc, le cardiovasculaire qui se produit, infarctus ou AVC, c'est des problèmes aigus qu'on peut vraiment prévenir. Bah, écoutez, merci beaucoup, docteur. C'était très, très clair, hein, comme en témoigne le peu de questions. Ça va peut-être arriver. J'en ai noté une déjà sur la maladie de Raynaud. Une personne vous demande s'il y a un lien avec l'acide nitrique et la maladie de Raynaud. Maladie de Raynaud, oui, c'est un peu compliqué parce que c'est une hyperréactivité donc de vaisseaux sanguins. D'accord. C'est un peu plus compliqué que ça parce que il y a un petit fond inflammatoire en fait et qui agit là-dessus. Et donc, c'est une hyperréactivité qu'on ne peut pas gérer uniquement avec acide nitrique. D'accord. Mais bon, après, il faut essayer. Merci. Donc, vous avez beaucoup de remerciements, beaucoup de témoignages de la richesse de votre intervention, comme d'habitude. Je relais un petit peu tout ce que tout le monde dit. Merci, 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 merci. Beaucoup, beaucoup de gratitude pour vous. Très enrichissant. Oui, c'est vrai que c'est très riche, comme d'habitude. Il y a énormément d'informations. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser au docteur? Ah bah, merci, 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 merci. Ce Zoom est très informatif, très formatif. Donc, vous avez, voyez, visiblement... À partir du moment où il y a 80% de prévention possible pour éviter un problème, vraiment, vous êtes tous avertis. Hein. D'accord. Donc, c'est vraiment sur la prévention qu'il faut appuyer. Et hein, on l'a noté avec toutes les sociétés de cardiologie, de maladies cardiovasculaires qui insistent vraiment sur le fait que ça, c'est la prévention. Donc, on sort maintenant du dogme de tout cholestérol. C'est toujours d'actualité, c'est toujours important. Mais on s'oriente vraiment vers la pathologie vraiment de l'endothélium qui sont dysfonctionnement, en fait, allument la mèche de l'épisode aigu. D'accord. Alors, une personne vous a demandé comment, en tant que docteur, on recommande les produits DioLife. Comment on vous l'a jamais posé celle-ci. comme je peux recommander d'autres, donc puisque DioLife a ce qu'il faut, et comme ça c'est pour des distributeurs DioLife, donc c'est pour vous éclairer, pour que vous puissiez en prendre pour vous et éventuellement conseiller à d'autres personnes. Oui, c'est ça, vous adaptez bien sûr de toute façon, vous recommandez en tant que, j'imagine, experte en micronutrition, des choses en complément, de toute façon, pour les personnes. Donc, forcément, chez DioLife, il y a un panel de réponses auxquelles... oui, sur le cardiovasculaire, vraiment, il y a ce qu'il faut. Hein. Alors, ça me fait flipper, mon père coche toutes les cases. On a tous pensé à nos pères. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est ça. Voilà. Il n'est jamais trop tard. 3 mois suffisent pour inverser déjà le profil lipidique. Bon, bah ça c'est la vraie bonne nouvelle de la soirée. 3 mois, ça passe très vite. Ben, faites-vous un bilan avant-après. Donc, ouais, ça, il y en a beaucoup qui le font et c'est vrai que c'est encourageant de faire ça. Alors ensuite, il y avait d'autres questions. Les personnes vaccinées, faut-il prendre tout ce que vous avez dit et combien de temps pour les personnes vaccinées? moi, je dirais 2 mois et demi. Facile. Hein. D'accord. Parce que c'est jusqu'à jusqu'à 10 semaines après la deuxième injection. Donc, on peut observer justement l'augmentation de ces facteurs pro-inflammatoires et donc, ça augmente le surrisque. Merci. Pour quelqu'un qui est diabétique et en hypercholestérolémie, déjà sous statine, avec des plaques, c'est très précis, d'athéromone déjà installées, que conseillez-vous en premier lieu? Eh bien,
Cholestérol, donc déjà, il peut commencer déjà pour arranger son alimentation. Donc, s'il est déjà sous statine, on ne va pas lui enlever tout de suite. Donc, ici, on pourrait commencer plutôt par Duo Live jour-nuit. Et éventuellement, donc, j'ai commencé à gérer son diabète. Et puis, cholestérol s'améliorera naturellement de lui-même puisqu'il est synthétisé pour 3/4 par l'organisme. D'accord. Donc, la cure d'antioxydants d'abord et nettoyage. Merci. Et est-ce qu'il est possible de conseiller les produits à des personnes qui sont déjà sous traitement pour maladies, problèmes cardiovasculaires? Ah ben oui, Est-ce qu'ils bien peuvent sûr, être associés? Il n'y a pas de souci, problème. ouais, pas de problème. C'est compatible. Et ensuite, la cure de Vitacé peut-elle être prise en amont de la 3e dose du vaccin? Ah ben oui, ben, il faut préparer le terrain, c'est encore mieux. Hein. C'est encore mieux puisque on va justement arriver entre guillemets en de bonnes conditions. Si ça se Préparer le passe bien, corps ça à se passe accueillir bien. Ouais. Mais bon, on n'a pas le risque absolu que, vous voyez, donc il peut y avoir des petits problèmes. Donc en prévention, En c'est prévention, c'est tout à fait recommandé. indiqué. D'accord. Combien de temps avant? Vous n'avez pas beaucoup de temps, les Ouais, troisième déjà doses. 48 heures avant, c'est bien. Ouais. Et puis, bon, il y aura peut-être Bon, 4-5 idéal, c'est doses. une Donc, semaine déjà faire une bonne détox, prodéacide, voilà. avant l'injection. Ouais, une semaine déjà, c'est bien. Comme ça, on prépare bien le terrain et puis. D'accord. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal d'avoir des... Oui, ça, de toute façon, c'est l'hiver. Hein, ça... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'en vitamine C, on peut y aller. Ben, la choucroute en ce moment, hein, donc en crudité, par contre, en salade, c'est délicieux. La Et en choucroute en plus, salade. la choucroute, c'est un produit lactofermenté, donc elle fournit, elle protège notre microbiote. On a les bactéries lactofermentées qui sont contenues dans la choucroute, en plus de la vitamine C. Donc, Ah, c'est pour ça qu'à Strasbourg, ils ont froid. ouais, mais il faut manger la Il choucroute n'y a pas crue, hein, d'hasard. crue, Ah, crue, cru là. Ah ouais, cru. en Ouais, on est crudité, bien. ouais. En crudité. D'accord. Est-ce que tous peuvent être pris en même temps? C'est une question. Donc, j'imagine toutes Bon, ben, les huile, il vaut mieux recommandations que vous prendre avez faites. l'huile, donc liquide gold, j'aime beaucoup et vraiment donc pour les patients cardiovasculaires, diabétiques, hypertendus, donc ça, il faut le prendre au repas parce que c'est donc du gras. Ouais, c'est dommage, 5 millilitres, il ne vaut mieux pas que ça reste sur l'assiette, donc il faut le prendre directement dans la bouche, c'est dommage de le gaspiller. Ouais, mais après, donc c'est plutôt avant le repas, après vous répartissez sur la journée. Quelqu'un a demandé pour prévenir l'endothélium, la vitamine C et le collagène le soir. Est-ce que vous recommanderiez ces deux? Ben, collagène, oui, c'est sûr, il contient un peu de la vitamine C, acide hyaluronique, donc pour cicatriser s'il est déjà endommagé. Mais ça, c'est plutôt en entretien. Donc là, on voudrait éviter les problèmes rapidement pour assainir le terrain. D'accord. Merci. Si je Collagène, c'est plus devais en choisir- cicatrisation. Hein. Bah, du coup, la question suivante, c'est si je devais choisir un seul produit, lequel me conseilleriez-vous? Pour Est-ce que vous préserver avez... l'endothélium, un seul produit. Non, je crois pas que c'est la même personne. Attendez. Je pense pas que ce soit la même personne qui a posé la question. Non, c'est pas la même personne. Si je devais Donc, choisir un seul un seul produit. parmi tous les produits que vous nous avez évoqués en Mais prévention. après, Un ça produit. dépend du terrain. D'accord. Ça dépend du terrain. Mais ouais, un seul, L'huile. moi, je dirais blood, my blood. Ah, et My Blood, ouais. D'accord. Ouais. Plus ou moins avec de prodéacide alors. D'accord. Donc, la bouteille rouge. Voilà, je crois que non. Tu peux, Rafika, préciser ta question, s'il te plaît, si je me suis trompée. Voilà, je crois que j'ai dit toutes les prodéacides. Il y a une personne qui dit prodéacide comme un seul, qui recommande comme un seul. Oui, mais c'est Ouais. très bien prodéacide hein, parce que ça Prodéacide. agit donc sur l'endothélium, sur l'acide nitrique, sur donc l'acidité dans l'organisme. Donc c'est C'est vrai, c'est assez complet finalement. un large panel d'utilisation. D'accord. Alors, je me suis trompée. En fait, Rafika, c'était la même personne. Vous aviez raison que pour la question précédente.
Donc, je redonne la question. Est-ce que si on devait choisir qu'un seul complément alimentaire pour le problème lié à la préservation d'endothélium, ça serait entre le collagène et Vitacé. Vitacé, lequel? Vitacé, c'est plutôt en aigu, hein, je dirais, si effectivement il y a un besoin urgent. Urgent. Ouais, mais ouais, au Vitacé, hein. Vitacé? D'accord. Bouteille jaune, donc. Ouais, Vitacé ou My Blood. D'accord, mais en aucun cas collagène dans ce cas-là. Non. C'est la question de la personne. Très bien. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vérifie quand même. Ah, le My Blood peut être pris n'importe quand dans la journée pour une bonne efficacité? Non, il n'y a pas de précision particulière, donc toujours conseillé avant le repas. Et le frais, c'est vrai que les gélules, c'est bien, mais l'avantage des produits DuoLife, ici, vraiment, c'est super, qu'il y a beaucoup de produits qui sont liquides. Liquide. Donc, dans la mesure du possible, utilisez le liquide. Parce que ça passe par la bouche. Et donc, déjà, ça a un premier effet passage par la bouche. Il y a un petit peu d'assimilation directement qui se fait par les veines sous la langue. Et les saveurs déjà qui diffusent, donc les liquides, qui sont savamment choisis pour une action synergique les unes avec les autres pour qu'ils se potentialisent, ça a un petit effet, je pense, supplémentaire. C'est pour ça, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, il y a très peu de gélules. Tout passe par des tisanes ou des trucs qui sont infects. Ils ne sont pas enrobés en gélules. Parce que l'effet que ça passe directement par la bouche, les saveurs que ça dégage, ça a déjà un effet sur l'organisme. Donc, c'est marrant ce que vous dites. C'est vraiment la grande richesse de énergétiquement. C'est ce que je ressens énergétiquement, moi, par rapport aux gélules. Donc, c'est une explication qui Voilà, les gélules, c'est bien. C'est bien. Voilà. Mais donc, quand on a si on doit choisir un produit, donc c'est vrai que si à efficacité comparable, indication comparable, donc liquide. Il faut privilégier le liquide puisqu'on a cette solution-là, effectivement. Puisqu'on a en liquide, autant vraiment, il ne faut pas s'en priver. Pas s'en priver, quitte à choisir, autant choisir la version liquide en fait. Suite à un infarctus, que proposeriez-vous comme solution de chez DuoLife? Oméga 3, liquide gold, faire une bonne détox. Donc, le patient, donc jour-nuit déjà, donc 2 mois par exemple, liquide gold déjà tout de suite, et après prodéacide. Aussi. Procholtérol, je pense que c'est pas tout de suite parce que les cardiologues, ils aiment bien le statine à forte dose, mais adapter la dose de la statine quand même au dosage du cholestérol. Hein. Donc, il faut toujours être en lien avec son médecin aussi. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, il reste à vous remercier encore au nom de toutes les personnes présentes ici. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir et qui ont donné de l'intérêt à votre conférence. Et nous, on vous remercie vraiment pour tout ce que vous nous apportez à chaque fois. C'est très riche et c'est très intéressant. Et on s'inquiète un peu pour nos papas, mais c'est pas grave, on va pouvoir les... Et voilà, il n'est jamais trop tard pour changer son comportement alimentaire. Et c'est vraiment les patients qui adhèrent à l'idée parce qu'ils font ce qu'il faut, les résultats sont là. Hein. C'est pas parce qu'ils ont fait une fois un infarctus qu'ils sont foutus. Hein. Absolument, ça c'est très bien. Et donc, on peut toujours faire quelque chose et on peut toujours améliorer. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Hein. Et de l'espoir donc, pour fin d'année. Absolument, voilà, super. Pour préparer les fêtes, voilà, on sait aussi qu'on va faire le plein des choses bonnes pour nous. Et en tout cas, on vous remercie infiniment. Et puis...